Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes extrêmement contents de recevoir M. Bernier dans le bureau du syndicat Centre-Sud Île de Montréal, le plus gros CIUS de la province de Québec. Et au thème de afrodescendants, nous sommes à 85% afrodescendants dans notre CIUS. C'est vraiment wow. OK. Bonjour Monsieur Bernier, comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien. Merci de me recevoir, mon cher. Ça me Bien fait, content. ça me fait plaisir que tu aies accepté cette invitation. Est-ce qu'en introduit, tu peux me parler de toi? Ah, moi, Montréalais, né à Montréal, fait mes études ici, fait des études en gestion administrative, gestion des opérations. Je travaille en télécom depuis 25 ans. Comme directeur vente et marketing, on fait de l'ingénierie, de la construction de fibres optiques. Et impliqué depuis 2018 à Projet Montréal et depuis 2020, j'en suis le président. Et je me suis impliqué dans plusieurs organisations comme au Cégep du Vieux-Montréal. Et à la fin, j'ai été le président du conseil d'administration du Cégep du Vieux-Montréal, impliqué dans différentes associations de la communauté haïtienne, comme la Jeune Chambre de commerce haïtienne, par exemple. Impliqué dans des organismes plus dans mon arrondissement, Rosemont, qui était la SODER en environnement. Donc, toujours impliqué même à l'école, à l'université, tout ça. Donc, une personne impliquée et qui l'est encore aujourd'hui. Bon, on comprend bien que c'est une personne engagée Exactement. qui veut aller vers le changement. Oui. Parle-moi de votre militantisme au parti du projet Montréal. Ah, mais moi, j'ai commencé mon militantisme. J'appellerais pas ça militant. J'ai commencé en mars 2018. Et j'ai fait mes classes, comme on dit, c'est-à-dire tu vas à une assemblée générale. Et avant cette assemblée-là, il y avait une ouverture dans un comité. Donc, il y avait un comité ethnoculturel. Donc, je me suis impliqué là. Et j'ai voulu voir après comment les choses, tu sais, connaître la machine un peu. Je m'étais jamais impliqué en politique. Et donc, j'ai commencé par cette ouverture-là de communauté qui était sur ethnoculturel. Je voulais savoir qui parlait de ça, qui parlait en mon nom, comment les choses se passaient. Et de fil en aiguille, je me suis impliqué après au niveau de l'arrondissement, au niveau de l'association locale qu'on appelle le ALA. Après, je me suis impliqué dans le COALA, dans le comité de l'association locale. Et de fil en aiguille, je voulais m'impliquer, tu sais, je voulais avoir droit au chapitre, comme on dit, parce que tu sais, j'avais des idées, je voulais les amener moi-même tu sais, au cercle de décision, comme on dit. Et donc, ça m'a amené à m'impliquer, à rentrer au conseil de direction comme trésorier pour commencer. Après, il y a eu une ouverture pour la présidence par intérim pour lequel j'ai levé la main et les gens ont accepté. Et par la suite, il y a eu, lors d'un congrès virtuel en octobre 2020, une assemblée, on avait un congrès, donc là, je me suis présenté officiellement, puis les gens ont voté pour moi. Alors, nous sommes extrêmement fiers de recevoir un homme de politique, le président du projet Montréal. Et ça me fait rire tantôt quand tu parlais ethnoculturel parce que la personne qui est en face de vous, là, moi, je représente tous les ethnoculturels pour la F3S, OK. CSN de la province de Québec. Mhm. Je suis un des membres de ce comité-là. Wow. C'est quand même bien. Et lors de ton arrivée au projet Montréal, Oui. parle-moi de la diversité. Comment que c'était? Pour être honnête, je me souviens en mars 2018, là, quand il y a eu ce premier, tu sais, ce comité, donc il se créait un comité ethnoculturel et tout ça. Euh, j'ai vu, il y avait des gens de la diversité qui en parlaient, mais je vais être honnête, la raison pour laquelle je me suis impliqué, c'est que je n'ai pas aimé ce que j'entendais. Et,
Et quand je dis ce que je n'ai pas aimé, c'est-à-dire que les gens qui parlaient de diversité ethnoculturelle, parce que quand on dit diversité, elle est si très vaste, parce qu'on peut parler de la parité, on peut parler diversité de genre, de corps, on peut parler des personnes avec un handicap, des personnes autochtones. Tu sais, c'est très vaste. Mais quand on arrivait à la question ethnoculturelle, je trouvais qu'il y avait un manque, et ce manque, c'était le lien avec la société québécoise. C'est-à-dire, oui, on peut dire il manque de diversité, il manque de représentation, il manque de ci, il manque de ça. Mais il faut faire le lien. Et il faut avoir un côté un peu pédagogue même, selon moi. Et on ne peut pas juste dire, tu sais, crier il en manque, il en manque, il en manque, mais OK, mais on fait quoi? Et comment on s'organise? Et ce que je trouvais aussi, c'est que les gens venaient souvent, les gens qui en parlaient venaient d'arriver, ou n'étaient pas très familiers avec la société québécoise dans son ensemble. Et je me disais, mais si une personne comme moi, née ici, ne s'implique pas et ne fait pas ce pont, mais quel type de personne va le faire? Et j'ai pris le taureau par les cornes et je dis, je vais m'impliquer. Ça veut dire que, selon toi, il y a sûrement un problème d'intégration, intégration dans la société québécoise, même parce que même les gens qui sont nés ici, comme vous, il y a cette difficulté à pénétrer cette barrière parce qu'on fait seulement en parlant, mais on ne pose pas des gestes concrets. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent l'incarner. Okay. Et ce qui arrive, c'est que on peut effectivement être une bonne personne pour dénoncer. Tu sais, il faut différentes personnes à différents niveaux. Okay. On peut effectivement dénoncer des situations. On peut trouver des problématiques. Mais ensuite, il faut faire ce mariage-là et de faire comprendre aux gens les efforts que ça prend pour atteindre un objectif. Et pour moi, et après, chacun a différents talents. Et moi, je crois, j'aime bien faire des ponts. Et c'est ça qui est, je pense que c'est pas qu'il y avait une réticence, mais je voulais dépasser le côté discours et que les gens disent oui, oui, oui. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord, tout le monde savait qu'il y avait des changements à apporter. Mais comment le faire? Comment l'amener? Et comment s'assurer que ça se fasse en harmonie, sans qu'il y ait de schisme entre des groupes, entre des individus, entre différents droits, tu sais. Et donc, ça a été là, moi, mon cheval de bataille. Mais après, je vais te dire, tu sais, il y a eu ce fameux congrès. Moi, je connaissais rien d'un congrès d'une assemblée générale. Ça, j'avais aucune idée. Le micro du oui, le micro du non, proposer une résolution, voter. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que je devais, tu sais, je suis rentré en mars, il y avait un congrès au mois d'avril, donc en comité, on a travaillé des résolutions qu'on a proposées, qu'on a envoyées. Après, elles ont été mises, comme on dit, sur le plancher, proposées, tout ça. Et les membres les ont acceptées. Il y a des choses qui devaient être, tu sais, qui ont été proposées, qu'on dit on va remettre ça un peu plus tard, tu sais, pour mieux les travailler. Mais il y a des résolutions qui ont été acceptées sur le champ par les membres. Et donc ça m'a donné confiance. Et je m'étais même présenté pour être sur le sur le conseil de direction. Mais bon, je connaissais personne ne me connaissait, j'arrivais un peu comme un cheveu sur une soupe. Puis Guy-Louis Bernier dit « Ah, mais moi, je vais être sur le conseil de direction. » Puis tout le monde me regarde, mais... C'est qui, toi? T'es qui, toi? On t'a jamais vu? Ouais. Tu fais partie d'eux, de côté. Puis bon, tu sais, donc là, et le poste que je voulais, la personne qui l'avait se représentait, une femme de la diversité. Donc les gens, bon, tu sais, ont été pour, disons, une valeur sûre, tout ça, là, tu sais, donc... Et après, c'est à ce moment-là où les gens de l'association locale de Rosemont m'ont dit « Mais viens, embarque avec nous. » Donc, il y a eu une ouverture très, très grande. Je connaissais une personne là, dans le projet Montréal à ce moment-là. Bah, tu vois, ça veut dire que les chemins étaient vraiment longs et pénibles par un moment. Oui. OK, je ne sais pas si tu es capable de nous répondre ou pas,
concernant le projet Montréal, il y avait combien de personnes de la diversité à ton arrivée, élus ou non élus? Es-tu capable de nous en parler? Ben, comme je disais, la diversité, c'est quand même large, là. Donc, si. Donc, Mais dans ce cas-là, on va focuser sur les afro-descendants. OK, donc si on focus sur les afro-descendants, bon, il n'y avait pas d'élus afro-descendants en 2018, là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué, pour savoir, tu sais, moi, c'était un parti pour lequel j'avais voté, pas milité, mais voté. Ou dans ma famille, tu sais, on savait, tu sais, on votait, tout ça depuis plusieurs élections. Puis effectivement, donc, il y avait quelques militants, je pense, effectivement, afro-descendants. Mais après, c'est, tu sais, la personne que je connaissais, Marie Sterlin, qui est une élue maintenant dans le plateau Mont-Royal, tu sais, je pouvais pas dire que j'étais en terrain connu. J'avais davantage de connaissances dans l'autre partie. Ok. Que penses-tu de la bataille du syndicat au sein du racisme systémique? Vous savez que nous, au Centre-Sud, Île-de-Montréal, nous sommes le seul syndicat qui a déposé 1000 griefs contre le racisme systémique. On est le seul au Québec et au Canada. Mais moi, je veux savoir, ton point de vue, qu'est-ce que tu penses de cette bataille? Mais je pense qu'il faut dénoncer parce que trop souvent, on ne dénonçait pas. Et après, il y a toujours ce côté où les gens se protègent, parce que tu sais, je pense à ceux qui reçoivent ça, ils se protègent. Personne veut dire qu'il est raciste. Tu sais, c'est comme, c'est une des insultes les plus élevées qu'on peut dire à quelqu'un ou à une organisation, qu'une personne ou une organisation est raciste. Donc, c'est sûr que il faut s'assurer que à chaque fois qu'on dénonce, tu sais, que c'est vraiment des cas par rapport à ça. C'est tellement, tu sais, il y en a qui disent que, tu sais, la plupart des gens disent que ça existe. Il y a un groupe de gens qui ne veulent pas Moi, je veux pas la réponse politicien, je veux la réponse le citoyen. Non, moi, le racisme systémique, quand on dit qu'il y a des groupes d'individus qui n'ont pas les mêmes chances de s'épanouir à l'intérieur d'un groupe donné, je suis tout à fait d'accord qu'il y a du racisme systémique. Et donc, des fois, c'est pas effectivement que les gens, tu sais, c'est pas tant qu'il y a du racisme, mais c'est vraiment, tu sais, que ce soit du racisme ou quelqu'un avec un handicap, on a tous des biais qui font en sorte que on fait venir les gens qu'on connaît, on s'associe aux gens qu'on connaît, des fois... On a un bel exemple, parce que je te connais, c'est pour ça que je te rappelle. C'est ça, donc, pour parler aux gens. Et après, le meilleur exemple, c'est quand on envoie des CV, mais si c'est un code postal ou un nom X qu'on connaît, qui s'appelle pas, qu'on n'a pas l'habitude... De trembler. Mais là, tu sais, donc on l'a vu. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est le système. Tu sais, tu envoies 2 CV, tu sais, on met de côté, on prend d'autres CV, puis avec les mêmes compétences, les mêmes expériences. Et donc... Je vais juste donner une petite anecdote. Un de mes meilleurs amis, c'était un Québécois. Oui. Je me rappelle que j'étais tout jeune, je cherchais un emploi. C'est lui qui appelait pour moi. Et puis quand il appelait pour moi, puis on avait réservé la maison. Quand j'arrive, c'était moi. Oh, monsieur, la maison est déjà louée. C'est ça. Parce que moi, je les ai vécus. Moi, je ne peux pas passer à côté. Mon ami, il fait l'appel pour moi. On me dit, OK, parfait, viens visiter la maison. Mais quand je me suis présenté, désolé, monsieur, la maison est déjà louée. Ça, ce n'est pas des oui-dire, c'est des choses que moi, Montréalais, Québécois, Canadien, non, ça, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. En hébergement, en emploi. Et des fois, ce que je remarque, c'est qu'on ne connaît pas le système. Moi, j'ai toujours dit partout que je passe, je suis un produit du système montréalais. Ça fait 35 ans que j'ai vu là-dessus. Tantôt, j'ai été victime par rapport au logement, j'ai été victime par rapport au travail et j'ai été aussi victime par rapport même au syndicat. C'est pour ça que ça m'a ramené au syndicat pour défendre les gens parce que je voyais qu'il y avait des gens parfois que
on ne nous prenait pas au sérieux. Pourtant, nous sommes des travailleurs comme tout le monde. On nous disait qu'on avait un accent, on ne parle pas bien, on disait qu'on sent des épices. Il y a plein de stéréotypes qu'ils ont mis sur nous. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Moi, je vais venir au syndicat. Et non seulement je vais venir au syndicat, je ne veux pas être à dernier étage, je vais être à dernier niveau. Pourquoi? Parce que je vais être sur la table décisionnelle. Parce que tout autant qu'on n'a pas plusieurs personnes sur la table décisionnelle, il n'y a rien qui va changer. Parce que les gens, comme tu disais, qu'il y a des démarches qu'ils ne savent pas, tu comprends? Le temps pour monter, là, ça prend du temps. Puis si tu n'es pas une personne persévérante, tenace, il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes, c'est ça. Il faut faire ses classes. Il faut connaître ce que j'appelle the game, tu sais, la joute. Pas la joute, il faut connaître le système dans lequel on opère, les différents pouvoirs, tu sais, et contre-pouvoirs qu'il y a dans un groupe, les objectifs de tous. Ça, là, c'est important. C'est quoi les intérêts des gens? Tu sais, c'est quoi les intérêts? Mais les gens ont peur. Oui, mais plus que peur, il faut savoir c'est quoi l'intérêt des gens. Savoir qu'est-ce qui les braque, de quoi ils ont peur. Et quand les gens arrivent à s'ouvrir et à dire vraiment ce qu'ils pensent, du pourquoi, du privilège qu'ils peuvent perdre ou des opportunités qu'ils peuvent peut-être perdre ou quoi que ce soit, il faut les entendre. Et si on ne les entend pas, ça ne marche pas. Ce que je pense pour qu'une organisation syndicale, elle est là pour supporter effectivement ses membres, les employés, tout ça. Et il faut, il faut casser le moule. Et des fois, on peut y aller frontal, mais selon moi, il y a différentes stratégies. Et ça, c'est une stratégie de mettre tous les cas en évidence qui étaient mis sous la table auparavant, parce que beaucoup de choses, on n'osait pas, on avait peur de perdre notre emploi. Et souvent, quand les gens dénoncent, mais se font stigmatiser, on dit, ah, mais eux autres, ils cherchent juste le trouble ou quoi que ce soit. Tu sais, et après, chaque organisation doit se regarder et se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et doit regarder, c'est quoi ses pratiques? Et effectivement, comment et si c'est des questions de monter au niveau de la hiérarchie, quels sont les obstacles et comment faire les changements à l'interne pour ne plus que ça se produise. C'est là que ça bloque parce que nos membres, ce sont des exécutants, puis les chefs de service, la haute direction, c'est là qu'il y a peu de la diversité. C'est là qu'on doit aller savoir le pourquoi. Pourquoi que tous les postes de haute direction, il n'y a pas de la diversité. Alors, en tout cas, je connais pas assez bien le milieu de la santé, mais sauf que ce que je me dis, c'est il faut aussi que les gens, je pense à maintenant, parce que dans la communauté, on va prendre la communauté haïtienne, dans chaque famille, on a des gens qui sont soit infirmières, soit préposés aux bénéficiaires, soit préposés aux médecins. Soit médecins. Mais tu sais, on a tous dans nos familles des personnes qui sont issues là-dedans. Et après, on leur demande, moi-même, j'ai posé la question à ma tante. Pourquoi j'aimerais ça que tu pousses. Et c'est pas tout le monde qui est effectivement à l'aise de vouloir avoir une certaine direction, de vouloir prendre des décisions difficiles ou quoi que ce soit. Mais pour celles et ceux qui le désirent, mais il faut les encadrer, puis il faut les aider. Et après, il faut effectivement pouvoir dénoncer. Mais après, selon moi, il faut des conversations à différents niveaux, avec différentes personnes, et avoir des plans précis et de connaître les orientations précises de ces patrons-là et de dire que désirez-vous faire. L'autre chose aussi, il y a des conseils d'administration des CIUS. Sommes-nous présents? Avons-nous des gens qui représentent... Moi, je parle pour moi, je parle pour nous, on n'a pas. Il n'y a pas de diversité sur le... Et donc, il y a différentes façons. Il y a différents groupes qui sont représentés au niveau des CIUS. Il faut être présent. Soit usager, il faut connaître le système de nomination ou de mise en candidature pour ça. Il faut être présent. Moi, je ne les connais pas très bien. J'ai poussé des gens
qui s'intéressaient à la santé et tout ça, je leur dis, mais voici à quel moment il faut postuler et il faut y être. Et donc, il faut trouver des gens qui veulent être sur le conseil d'administration de nos communautés pour, pour parler, pas juste des problèmes de peau, de dire, mais voici leur parcours et mettre les gens, comme on dit, j'ai le terme en anglais accountable, responsables des objectifs que le CIUS s'est donné. Le CIUS s'est donné des... Tu sais, la parité au niveau des CIUS, je pense qu'il y a tellement de femmes que c'est assez facile à avoir. Et là, on est plus dans la diversité. Et on est aussi, même dans la parité, pour avoir des hommes, parce qu'il y a tellement de femmes, donc on veut avoir les hommes aussi. Donc, tu sais, c'est un combat inverse. Mais il faut également la diversité. Et des fois, parce qu'on voit certaines personnes, on se dit qu'on est arrivé. Tu sais, on peut dire, ah, il y a eu Régine Laurent, donc on peut se dire qu'on est peut-être arrivé à... Mais il ne faut pas qu'une personne qui est l'exception, tu sais, camoufle les déficits qu'on a ailleurs. Donc moi, je pense que le syndicat doit faire son travail, mais des gens qui sont à l'extérieur du syndicat, ben, tout le monde dans la santé est dans le syndicat, mais il faut des gens qui aillent s'impliquer ailleurs et à d'autres niveaux. Il faut pousser des gens... La même cause, pour le même enjeu. Pour le même enjeu. Des gens qui ne sont pas dans la santé, qui représentent des usagers de nos communautés, doivent s'impliquer et que ce message-là soit à différents niveaux et que les gens se parlent. C'est-à-dire que les gens en ressources humaines, les gens du syndicat, il faut que les gens se parlent et comprennent et comment on va atteindre notre objectif et se donner les moyens, des objectifs, des dates pour pouvoir y arriver. Que pensez-vous si dans le réseau de la santé et services sociaux, il n'y avait pas de la diversité? Mais c'est sûr que, tu sais, la ligne de front, là, c'est souvent, tu sais, pour toutes sortes de raisons, les gens de la diversité. Tu sais, les premiers emplois, là, d'entrée, là, c'est souvent la diversité, pour toutes sortes de raisons d'immigration, etc. Le réseau de la santé au Québec... Sans la diversité. Si on prend exemple les Haïtiens, qui sont là depuis les années 60 et plus, on est un maillon indiscutable du réseau de la santé depuis 40 ans. Et donc, c'est sûr, et après, de par l'éducation, c'est sûr, c'est incontournable. On pense à d'autres groupes ethniques au niveau de la santé, les Filipinos, dans le côté anglophone, italien, grec. Tu sais, c'est un maillon indispensable. Et le côté très aussi culturel de l'éducation que nous avons, de s'occuper des autres, de manière tout à fait naturelle, qui est inculquée. Nos grands-parents sont chez nous, on s'occupe d'eux, tout ça. Mais c'est sûr que c'est indiscutable, que c'est un apport immense. Et sans eux, ben, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, là. Donc, on ne peut pas se le cacher. On ne peut pas se le cacher. Et je dirais, après, il faut le voir partout. Donc, souvent, quand les gens me parlent de leur pourcentage de diversité qu'ils ont dans leurs organisations, je me souviendrai d'un événement qui était pour les prix Mosaïque, puis il y avait une institution bancaire qui se disait comment elle était diversifiée et parlait de ce pourcentage-là. Nous avons 30 ou 40% de diversité de gens. Et j'ai posé une question. Si je commence par la tête dirigeante, à quel moment jusqu'où je dois me rendre pour atteindre votre objectif? Tu sais, les standards que vous êtes donnés de 40%, tout ça. Non, il va toujours diriger. Il reste en haut, il dirige, et puis les subalternes sont en bas. Oui, mais c'est-à-dire que là... Bon, je pense pas que c'est ça l'objectif, mais il faut faire attention qu'on donne des chiffres. Okay. Et donc, pour moi, tu sais, que tu me parles de 30-40%, je me dis à quel moment j'atteins ce 30% si je commence par en haut? Est-ce que je dois me rendre au service à la clientèle pour pouvoir atteindre ce chiffre-là ou je l'atteins à d'autres niveaux bien avant les postes d'entrée?
C'est la même chose pour la santé. Si on me parle de chiffres et qu'on me parle de pourcentage de diversité, moi, la seule question que je pose, je dis parfait. Si je commence par en haut, à quel moment j'atteins ce pourcentage-là que vous me donnez? Et si je dois arriver au poste d'entrée pour pouvoir atteindre ce chiffre-là, là, je me dis, il y a peut-être anguille sous roche. Ben justement, c'est là le problème qu'on pourrait rentrer dans cette question. Est-ce qu'on n'est pas rendu au sujet des quotas au niveau des conseils d'administration, au niveau des syndicats, au niveau des grandes entreprises? Parce que si on a des quotas pour les femmes, on a des quotas pour les jeunes, même je crois même aussi il y a certaines places pour des personnes handicapées, mais pourquoi pas de la diversité? Ah non, mais ça, effectivement, on rentre dans un sujet, est-ce qu'il faut des quotas? Et là, la première question que les gens disent, la première réponse qu'on a à la question de quotas, c'est on va toujours amener la notion de qualité de l'individu et de prendre le meilleur candidat. Mais quand on parle de la diversité, mais là, on le ramène encore avec beaucoup plus d'autorité. Je vais le dire ainsi. On le ramène avec plus... Choisis les bons mots, hein, parce que moi, je le vois dans le sens que dès qu'on parle du quota, tout à coup, on parle de la compétence. Parce qu'il est compétent, pourquoi on devrait le mettre là sans qu'il n'est même pas compétent? Mais moi, je pense que c'est des questions qu'on pose, qu'on ne pose pas pour d'autres secteurs. Tu comprends? C'est ça que je pose la question. Et je pense que c'est prendre pour acquis que si on engage une personne qui n'est pas racisée, elle est automatiquement compétente. Tu comprends? Donc, il y a des études qui expliquent que si une personne engage une personne racisée pour un poste et que cette personne-là ne fait pas bien le travail, on ne va pas seulement questionner cette personne, la personne qui ne fait pas bien le travail, on va également questionner la personne qui l'a embauché. Et donc, il y a également une pression, pas juste sur la personne qu'on embauche, mais sur la personne qui doit embaucher et comment on la regarde. C'est-à-dire, et donc, on va l'interroger sur ses habiletés à prendre des décisions et à embaucher les bonnes personnes plus que si elle avait embauché quelqu'un d'autre. Mais pourquoi avoir cette pression de toujours être meilleur? Tu comprends? C'est comme, il y a un poste là, l'autre l'applique, moi je l'ai, puis j'ai toujours à avoir cette pression supplémentaire parce que je suis la diversité, parce que je dois garder mon travail, parce que. Mais il faut que ça cesse, tu comprends? En faisant comme ça, on ne peut pas ramener les autres. Mais non, mais regarde, moi, je vais prendre un exemple assez facile. En informatique, il y a plusieurs années, on disait, on parlait, est-ce que tu prends un IBM ou tu prends un compatible IBM? Et les gens et les directeurs informatiques, ils pouvaient prendre un compatible IBM qui était moins cher, qui pouvait dégager peut-être un budget pour pouvoir faire autre chose, etc., etc. Mais s'il arrivait un problème avec le compatible IBM, on leur posait des questions sur pourquoi tu apprécies, pourquoi tu apprends. Tu sais, tu pouvais pas perdre ta job, mais on te scrutait davantage. Si tu prenais un IBM qui était plus cher, mais jamais on va te dire pourquoi tu as pris un IBM. Tu comprends? Même si ça coûtait plus cher, personne ne va te renvoyer pour avoir pris un IBM. Jamais. Ben justement, c'est là que tu m'ouvres la porte pour dire comme ça. Pourquoi qu'on doit demander davantage à une personne de la diversité pour le même travail que quelqu'un d'autre pour être juste ça? Je pense qu'on se met... et je pense que tout ça revient au bien inconscient que nous avons tous. Oui. Même moi si à embaucher quelqu'un, mais que ce soit de la diversité ou pas, moi-même étant une personne de diversité, je me mets une pression pour m'assurer d'avoir le bon candidat. En sachant exemple, si je veux
à moins, tu sais, si je veux que mon département ou mon équipe soit davantage représentative et je veux avoir cette diversité de parcours dans mon équipe, là, tu sais, pour améliorer, mais je dois aussi m'assurer que cette personne-là soit effectivement compétente. Mais il y a souvent aussi la notion qu'on oublie de comment la personne va... Tu sais, il y a souvent cette question qu'on ne dit pas, mais qui se dit après les entrevues. Est-ce que cette personne-là va s'intégrer au groupe? Comment cette personne-là... Il y a des fois, ça prend des années avant qu'il s'intègre dans le groupe. Mais après, il est de notre responsabilité de s'assurer que le groupe est prêt à recevoir différentes personnes et de les introduire. Et je te dirais, quand on me dit, mais à Projet Montréal, moi, ça a été un de mes objectifs premiers, de s'assurer qu'une personne qui a un parcours différent ne se sente pas comme un cheveu sur une soupe dans le groupe. Et ça, pour moi, c'est de l'intangible, mais c'est tout. C'est énorme. Ah. Et c'est une grosse barrière qui peut tomber, mais pour que cette barrière-là tombe, il y a quelqu'un qui le prépare d'avance. Et ça, c'est tout un travail pour éviter les problèmes en amont, pendant ou après, lorsqu'une personne vient. Et donc, pour moi, c'est le plus gros de mon travail a été beaucoup de l'intangible pour qu'une personne se sente bien lorsqu'elle rentre dans un groupe qui ne lui ressemble pas. Et que le groupe qui l'accueille fasse « tu es un ou une des nôtres ». Et il y a le travail à faire des deux côtés, tant pour la personne qui arrive pour lui faire comprendre la culture et la valeur et comment on est arrivé là. Et la même chose pour le groupe qui se dit, mais qui est-elle, tu sais, puis pourquoi? Et il y a tout ça. Et donc, et quand les gens se comprennent, ben c'est fantastique. Mais ça, c'est un travail en amont pour comprendre les peurs et les craintes de tous. Et la même chose, la personne qui arrive, de ne pas ériger toute difficulté en disant que c'est du racisme. Et c'est ça la difficulté, c'est de vraiment délimiter qu'est-ce qui est tout à fait naturel comme problématique d'intégration et quelles sont les problématiques de racisme. Et après, il y a, quand les gens veulent monter, mais quelles sont les barrières? Et comment on règle ces barrières-là? Et donc, et comment on trouve, et comment on s'assure de s'assurer de faire les classes? En politique, souvent, les gens arrivent du milieu étudiant, du mouvement étudiant. Ou du syndicat. Ou du syndicat, se sont impliqués. Se sont impliqués. Ouais. Mais si tu t'es pas impliqué dans le mouvement étudiant, souvent, et c'est eux autres qu'on voit qui sont militants, qui vont faire du bénévolat, qui vont diriger des campagnes. Mais s'il n'y a pas de nos jeunes qui arrivent de là, mais ils n'ont pas eu ils n'ont pas été confrontés à ça, ils n'ont pas eu ces batailles-là, cette expérience-là. Donc, quand ils arrivent dans un parti, ils n'ont pas ce même bagage-là. Donc, il faut que nos jeunes qui sont dans les cégeps, dans les universités, s'impliquent dans ces associations étudiantes-là. Plus compliqué en temps de COVID, mais il faut qu'ils s'impliquent. Parce que c'est un chemin, un parcours, tu sais, on parle de diversité, c'est un parcours tout à fait normal pour aller en politique. Et la même chose au syndicat. Souvent, il y a des gens, tu sais, tu demandes à des gens qui sont au syndicat, qui se sont impliqués, mais qu'est-ce que tu as fait avant de t'impliquer? Mais à l'université, j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte qu'il y avait telle ou telle problématique, puis je me suis impliqué, puis bon. Et après, dans mon travail, j'ai voulu continuer, puis je me suis impliqué au syndicat. Donc souvent, quand on regarde le parcours des gens et qu'on va à la source, mais il faut aller à cette source-là et de voir, est-ce que nous sommes présents? Si on n'est pas présent, que veux-tu? Comment tu as pu faire pour recruter de la diversité au sein du Parti Projet Montréal? Bien, d'un, c'est un travail d'équipe. Avec un comité où on a établi des objectifs qui étaient effectivement la diversité. Et moi, et là,
ce que je disais aux gens, c'est en 2017, c'est pas le manque d'élus ethnoculturels parce qu'on avait des gens de cultures différentes qui avaient été élus. Et les gens nous ont reproché ce manque de diversité de personnes racisées, minorités visibles. C'était un impact. Oui, personnes avec un handicap également, tu sais, mais et donc c'était ça un des objectifs premiers. Ensuite, il fallait s'assurer de les mettre dans des comtés gagnants. Et donc, je peux te dire, j'ai fait, je pense que c'est, je faisais, je parlais à 5 ou 6 nouvelles personnes par semaine depuis plus d'1 an. Parler à des gens, leur dire, et de, et, et de les inciter, la politique, est-ce que tu aimerais ça? Je te vois. Tu sais, et c'est vraiment convaincre des gens individuellement, s'assurer de trouver les bonnes personnes qui sont dans le bon milieu, qui ont la bonne expérience, le bon bagage, qui sont prêts, qui ont quelque chose à défendre, qui savent défendre, et bien sûr qui ont les valeurs de projet. C'est-à-dire, si tu n'as pas les valeurs de projet Montréal à cœur, même si tu es de la diversité, il faut que la mayonnaise prenne. Et et je pense qu'on avait 14 candidats afrodescendants. On a été à tous les niveaux, que ce soit asiatique, que ce soit latino, etc. Personnes avec un handicap. Donc, on a vraiment poussé de genre, tout ça. Là. On a vraiment poussé. Et il fallait, pour les avoir, aussi leur dire, mais voici le support qu'on va vous donner. Donc, on a entendu ce que les gens nous avaient dit en 2017. Ils ont eu des mêmes supports que les autres. Il fallait le financement. Oui. On a fait, il y a une équipe, et je ne remercierai jamais assez, il y a un membre de Projet Montréal, Alexandre Huet, qui a travaillé fort avec un programme qui s'appelait Programme Tremplin. Alexandre, il travaille très bien, il est très compétent. Programme Tremplin, parce que pour dire aux gens qui ne connaissent pas la politique, c'est quoi? C'est quoi être candidat? Comment s'assurer que... et donc, on a eu un programme où on donnait de la formation et des élus venaient, puis on leur expliquait c'est quoi être candidat, c'est quoi un élu, à quoi s'attendre, c'est quoi une campagne, c'est quoi le financement. Donc, à chaque semaine, bien avant, les élections étaient en octobre, puis on a commencé ça en février. Pendant semaine après semaine, on donnait de la formation, on mettait des gens en contact avec des élus, on créait des maillages pour que les gens sachent c'est quoi. Pour s'assurer que les candidats sachent dans quoi ils s'embarquaient. Donc, il y a eu tout ça. Donc, il fallait souvent, je dis, il faut que la mariée soit belle pour le marié, là, ou l'inverse, le marié soit belle. Mais moi, je disais qu'il faut que la mariée soit intéressante. La mariée était le parti pour trouver les meilleurs candidats. Donc, il faut s'assurer que la table soit mise pour recevoir les meilleures candidatures. Une fois que la table est mise pour s'assurer d'avoir des candidats et que les candidats comprennent comment on va les supporter, les encadrer, comment les associations locales vont les supporter, les encadrer, qu'on va les aider au financement, qu'on va les aider au niveau... Et ça permet d'avoir l'écoute et d'avoir des candidatures exceptionnelles. Ça, c'est un. Et de deux, il faut que le parti, quand je dis mettre la table, fasse ses devoirs, comprenne les difficultés et les réalités pour aider ces gens-là. Que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du support, du mentorat, etc. Et de cette façon, et bien sûr, il faut que la chef Valérie Plante incarne aussi ces changements-là, parce que il faut que ça vienne d'en haut. Moi, j'incarnais d'une certaine façon cette orientation-là. Dans mes associations locales, il y avait des gens de la diversité qui l'incarnaient également. Dans mon conseil de direction, je n'étais pas le seul à l'incarner. Donc, il y avait d'autres membres de... Ça veut dire que c'est partout, là. Partout! On en parlait, fait qu'on fait un enjeu qu'on ne peut pas passer à côté. Exactement. Et on l'incarnait un peu partout dans nos différents comités. Et donc, c'est pas comme s'il y avait juste une seule personne qui parlait de ça. Où qu'ils allaient dans les différentes instances ou comités, on l'incarnait. Donc, ça devient beaucoup plus facile
d'accueillir et d'amener ce changement-là. Parce qu'il n'y a pas juste devant, il y a aussi derrière. Il faut des gens derrière. Et quand on est en mesure de montrer qu'il y a également des gens derrière, et qu'il y a des gens derrière qui s'impliquent et qui supportent, et que ces gens-là viennent de la diversité aussi, les gens se sentent en famille. Et je dirais, une phrase qui m'a marqué, c'est Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif. Le premier duo mairesse et présidente de la ville de Montréal, ce duo qui est fort, mais que la première femme noire a occupé le poste de présidente. Mais pendant la campagne, Dominique Olivier, qui est dans un parc à la ville dans un parc à Montréal, avec d'autres femmes de la diversité, et elles étaient 9 femmes noires, et entre elles, elles ont parlé de l'avenir de Montréal. Elle a dit, j'ai attendu toute ma vie pour ça. Souvent, on se dit, on est le seul, on est tout seul à un endroit ou à telle barrière ou telle barrière. Mais là, elle n'était plus seule. Elle était entourée de gens qui avaient le même objectif. Et ça, quand on est plusieurs à vouloir faire le changement, et ça change tout. Et c'est vraiment ça, selon moi, qui a été la clé du succès. Wow, ça veut dire que vous comprenez à quel point que autrefois on disait que c'était un parti de blancs. Il faut le dire. J'ai bien dit autrefois. Oui. C'est un parti des blancs. Moi, je peux te le dire, sans flatterie, c'est quand tu as commencé à militer, puis de plus en plus, je commence à m'intéresser, voir exactement, les gens commencent à comprendre. Ah, ok, ça veut dire que même si c'est un parti des blancs, ça peut changer. Oui, mais avec le temps. J'ai bien dit avec le temps. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est enlevons le blanc, là, c'est davantage un parti où... Non, le blanc, parce que je le dis parce que les gens ne se reconnaissent pas, parce qu'il n'y a pas d'élus de la diversité. Oui, mais moi, je reculerais un pas en arrière en disant, c'est un parti qui était très axé sur l'urbanisme. Okay. Mais en urbanisme, nous ne sommes pas présents. On n'est pas très impliqués, les afro-descendants en urbanisme. Je vais donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle des CCU, des comités consultatifs en urbanisme, où ce sont souvent des urbanistes qui sont là-dedans. Nous sommes peu représentés. Nous avons peu d'urbanistes qui sont sur ces comités-là. Et donc, on cherche. Et donc là, moi qui pousse pour la diversité, donc je sais qu'on cherchait des urbanistes pour aller sur ces comités-là dans différents arrondissements. J'ai poussé... j'ai cherché des urbanistes sur les réseaux légaux, pas trouvé. J'ai fait des appels sur Facebook pour en trouver. Et je pense que c'est davantage ça, c'est-à-dire notre manque de représentativité de manière publique. On peut l'être, mais autant au niveau de notre implication, on ne se trouvait pas là. C'est-à-dire, donc, dans les champs rattachés au municipal, on était dans le social, un peu dans le communautaire, mais dans ce qui était l'ADN de projet, on n'y était pas, là, tu sais. Mais effectivement, moi, je dirais plutôt, au lieu de dire juste, tu sais, au lieu de dire blanc, tu sais, de par ses élus, parce que il y a des gens qui se sont impliqués, tu sais, je pense à Ronald Boiron, qui s'était, tu sais, des gens qui s'étaient présentés auparavant. Il y a eu de la diversité. Il y a eu une diversité ethno-culturelle, tu sais, tout ça, mais si on parle d'afro-descendants, il y en a qui se sont présentés, qui n'ont pas gagné, qui étaient dans des districts qui n'étaient pas déjà gagnés par Projet Montréal, donc plus difficile, mais c'était un parti qui était très spécialisé, où des gens étaient beaucoup dans les structures, tu sais, la mobilité, tu sais, le transport actif, ces choses-là, et moins dans le communautaire, défense des droits de certaines personnes sous-représentées ou quoi que ce soit. Parfait. As-tu déjà été victime du racisme lors de la bataille de la diversité à la recherche des candidats de la diversité? Je ne pense pas, là, parce que là, si quelqu'un l'a été envers moi, je ne l'ai pas su. Là, des fois, il y en a qui le sont et tu sais pas. Tu sais pas. Donc, mais je te dirais,
la bataille se joue, tu sais, quand on est dans, tu sais, quand on est, tu sais, en parti on a une démocratie, on a des membres qui votent, tout ça. Euh, c'est la bataille se joue beaucoup en amont pour expliquer les changements, d'expliquer pourquoi, tu sais, on veut aller là. Et souvent, moi, ce que je disais, les changements pour la diversité ou pour les afrodescendants, tout ça, c'est la même chose que la parité. Donc, on a voulu faire s'assurer d'avoir une parité au niveau des élus, au niveau du staff, au niveau des gens qui s'impliquent. On s'assure d'une parité. Et ça, c'est facile à concevoir, la parité. Hommes, femmes, tu sais, on règle une grande partie. En termes de parité, on règle les problèmes. Quand on arrive dans la diversité, c'est là que, tu sais, on commence à se poser, on rajoute des questions. Mais quand on parle de parité, on nomme certaines choses. Mais quand on arrive à la diversité, là maintenant, ça devient plus complexe parce que là, il y a des hommes, il y a des femmes. On parle de quel genre de diversité. Puis là, est-ce qu'on va juste se spécialiser sur les afrodescendants? Est-ce qu'on, tu sais, quand je dis la diversité large. Mais je ne pense pas avoir vécu de racisme à aucun moment où je ne l'ai pas senti. Donc, pour moi... Parfait. Ben, parle-moi des barrières rencontrées lors de la bataille. Y a-t-il eu des barrières? Ben, les barrières, c'est le changement. Quoi? Du moment qu'on veut faire des changements, il y a des barrières. Et pour moi, et quand on veut confronter le changement, il faut confronter les peurs des différents groupes. Okay. Et pour moi, ma bataille, c'était de comprendre les enjeux de tous. Autant de nos élus actuels, parce que quand... autant, tu sais, on a un objectif. La chef Valérie Plante, elle a un objectif. Elle veut se faire réélire. Elle veut avoir un comité exécutif qui soit représentatif. On veut avoir des conseillers de ville qui soient élus, qui soient représentatifs, etc., etc. Et donc, en ayant ces objectifs-là, comme on avait eu les objectifs de parité, en ayant ces objectifs-là, donc là, on recule. Et on se dit, ben, qu'est-ce que ça prend pour atteindre ces objectifs-là? Et par rapport à ça, il y a pas des obstacles, mais tu sais, des contraintes. Et donc là, il faut s'assurer que des gens gagnent dans des comtés gagnables. Il y a eu le rapport de l'OCPM sur le racisme systémique. Oui. Et dans ce rapport-là, il y a eu 38 recommandations. Il y a la recommandation 36 qui demande aux partis, faites ce que vous avez fait pour les femmes, faites-le pour la diversité. Okay. Appliquez ce que vous avez fait pour s'assurer que la diversité gagne. Donc, on s'est dit, mais comme parti, qu'est-ce qu'on a fait pour la parité? On va le faire pour la diversité. Ah, donc, des fois, c'est pas de réinventer la roue. C'est déjà là. La roue est là. Il faut l'appliquer. C'est l'appliquer et lui mettre d'autres paramètres et appliquer cette roue-là. Et des fois, on peut se dire, la diversité, mais ce que nous avons fait pour la parité, ça a toujours été mon discours, tout ce que nous avons fait pour la parité, nous devons l'appliquer pour la diversité. Et en prenant ça en compte, on enlève souvent les gens, ils mettent les gants de boxe ou ils se mettent une garde, mais c'est comment enlever cette garde-là. Et c'est là où il faut aller en amont, expliquer aux membres, aux différentes associations locales, dans les médias, notre objectif et comment on va le réaliser et de s'assurer que tout le monde soit en accord avec ça. Mais il ne faut pas arriver à minuit moins une. Et puis on veut tout changer. Puis on veut tout changer, ça n'arrivera pas. C'est comme la recette gagnante déjà. C'est ça, ça n'arrivera pas. Il faut commencer étape par étape. Étape par étape, par la base. Et pour moi, c'est l'implication. Oui. Parfait. Comment tu vois les apports de la diversité au sein de la société québécoise? Ça, c'est comme tout. On a toujours dit un conseil d'administration paritaire, les entreprises qui ont un conseil d'administration paritaire performent mieux. Et on a rajouté à ça, les conseils d'administration paritaires et diversifiés performent encore mieux. Donc,
ça, c'est bon. Si c'est bon pour l'entreprise privée, j'en suis sûr, c'est bon pour l'ensemble des organisations. Et pour améliorer. Et pour moi, la différence, c'est que moi, souvent, on dit diversité, et souvent, on dit afrodescendant, couleur de, tu sais, on parle de la couleur de la peau, tout ça. Mais moi, je parle d'une diversité de parcours. Parce que mon parcours, comme haïtien, montréalais, né à Montréal, étudié ici, etc., j'ai pas le même parcours, j'ai pas les mêmes défis que l'haïtien qui vient de traverser la frontière, Comme moi. qui a traversé la frontière à pied, OK. Il y a ça aussi. tu sais, pour faire sa vie, tout ça. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes enjeux. On peut subir le racisme. Mais ça, j'allais dire. On peut subir. Quand tu te fais interpeller par la police, Oui, on oui. ne te demande pas si tu es né ici, Non, si non. tu es venu à Haïti, si tu Non, viens non. d'Haïti, là. Parce qu'on voit un homme noir, Oui, on je t'interpelle. suis tout à fait d'accord. OK. Mais ça, c'est effectivement des interpellations. Mais après, on peut avoir ces mêmes défis de racisme, et je suis tout à fait d'accord. Mais après, les défis d'intégration ne sont pas les mêmes. Tu sais? Et donc, pour moi, il y a ça. Donc, pour moi, Les apports de la diversité. donc pour moi, dans les apports, donc moi, ce que j'amène, c'est mon parcours. OK. Mon parcours n'est pas le même que les autres, de par mon éducation que mes parents m'ont donnée, de par mes expériences vécues. Et c'est ça que j'amène à la table. Et ce parcours-là, personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut m'enlever des sentiments que j'ai eus à différents niveaux, des expériences que j'ai vécues, bonnes ou mauvaises. Personne ne peut me les enlever, mais c'est ça que j'amène à la table. Et j'amène cette sensibilité-là à la table pour pouvoir améliorer les choses ou dans le groupe dans lequel j'interviens. Tu vois, moi, pour ma part, les apports de la diversité au sein de la société québécoise, moi, j'ai dit que la diversité, c'est une force. Oui. Il ne faut pas passer à côté, on ne peut pas se priver. Oui. Imagine-toi sans la diversité dans le milieu de la santé. Ah non. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que moi, je me suis dit que c'est une force. Oui. Il faut vraiment se construire sur cette force-là. Tu sais qu'on parlait de parité et diversité, donc on est dans la parité avec les femmes, on est dans la diversité, mais je dirais qu'elles ont osé davantage que les hommes, à dire oui plus rapidement, à comprendre comment ça se passait, tu sais, comprendre comment gagner, comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir l'emporter et accepter à faire ce travail-là de fond. Mais on a des hommes qui sont effectivement élus, mais tu sais, pas autant. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit comme ça. Il faut que les hommes il faut oser. Il faut oser. Il faut oser s'impliquer. Il faut ne pas avoir peur d'être le seul. Mais on nous regarde, tu sais, quand on regarde quand on regarde les hommes noirs qui se sont présentés, il y en a, tu sais, il y a eu, tu sais, ton passé est important. Donc, il faut cleaner ton passé. Et donc, mais je pense que ce soit en 2025 ou ailleurs, les femmes nous ont montré le chemin. Ouais. Les hommes vont suivre. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. En 2025, j'en suis sûr qu'on va voir des hommes à des différents postes. En 2021, on a élu la première femme noire mairesse d'un arrondissement. Oui, Côte-des-Neiges. À Côte-des-Neiges, avec Gracia, une ancienne infirmière. Elle est infirmière encore, elle n'a pas perdu son titre d'infirmière. Elle a vacciné des gens il y a quelques semaines. Donc, quelqu'un du milieu de la santé qui a fait le saut. Qui a fait le saut. Mais je pense que les hommes doivent oser et continuer de pousser. Et à l'intérieur de nous, faire ce saut et de ne pas avoir peur de le faire. On peut se sentir seul peut-être, là, mais ne pas avoir peur de se sentir seul et de pousser.
Et je pense qu'on va réussir. Et s'écouter, s'entraider, se motiver. Et quel que soit dans la politique, que ce soit dans le syndicat, moi, ce que je dis aux gens, impliquez-vous, faites-vous confiance, soyez humble, sachez pourquoi vous faites ça. Si vous le faites pour vous personnellement, vous n'irez pas loin. Faites-le pour quelque chose de plus grand que vous et vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir pourquoi vous le faites et vous allez avoir les résultats escomptés. J'en suis sûr. Là, j'entends les gars qui disent, mais par où commencer? Je vais faire de la politique, mais je ne sais pas par où commencer. Mais c'est pas nous, on baigne là-dedans. Là, non, mais moi, ce que je dis... L'engagement, l'implication, on le fait depuis un peu. Appelez France, appelez-moi. Trouvez, quel que soit le parti, appelez quelqu'un. Tu sais, appeler quelqu'un au Parti libéral, à la CAQ, au Parti québécois, à Québec solidaire. Trouvez des gens, tu sais, levez la main, dites vous voulez. Si c'est au municipal, appelez-moi ou appelez, tu sais, les gens... Mais les gens, ils ont peur. C'est comme une des choses que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, pour ne pas le citer, c'est de prendre une carte d'un parti politique. Parce qu'au moins, comme ça va permettre de comprendre comment la mécanisme fonctionne, tout ça. Mais quand on reste derrière, là, parce que moi, c'est la première chose que j'ai fait. Je dis, je vais prendre une carte de parti, puis là, je vais voir comment ça fonctionne. Mais mais on peut prendre une carte de parti, mais des fois, sans prendre de carte, parlez à quelqu'un. Si vous voulez savoir comment marche Projet Montréal, ben appelez-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Mais pas juste moi. Tout le monde, ça va leur faire plaisir de vous dire comment ça marche. Pour avoir une conversation franche et sincère et d'expliquer les défis, parce que dans mon parti, j'ai des défis, et donc comment on les surmonte, ces défis-là, avec des membres, en équipe, les challenges qui nous habitent, et on progresse. Et donc, et moi, ce que je dirais à des membres ou à des gens qui veulent s'impliquer, que ce soit le syndicat, vous contactez, mais regardez dans les médias. Il y a des syndicalistes qui prennent parole. Il y a des gens qui prennent parole. Communiquez avec eux. Si vous voyez quelqu'un qui vous inspire, si vous voyez quelqu'un qui a écrit quelque chose, que ce soit des gens en relations publiques, des gens en communication, des gens, un président de compagnie, communiquez avec lui, dites-lui. Moi, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup inspiré, de John Parizella, qui parlait de son parcours en politique. J'avais lu son livre, je l'ai rencontré, je lui ai dit, votre livre m'a inspiré et j'aimerais ça m'impliquer en politique, mais j'aimerais connaître. Il m'a dit, ben, je t'inviterai, on se rencontrera, je t'inviterai à mes bureaux, on prendra un café. C'est ce qui s'est fait. On a parlé politique, je lui ai parlé de mes envies d'implication, puis il m'en a parlé. Et je me suis retrouvé, et j'ai fait le choix municipal avec Projet Montréal, etc., etc. Mais trouvez quelqu'un qui vous a inspiré et communiquer. Et il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un qui s'est impliqué et de recevoir un appel ou un courriel de quelqu'un qu'on inspire et d'échanger avec lui. Il n'y a personne qui va vous dire non. Moi, je connais personne qui va dire non à ce genre d'approche-là pour vous permettre à vous d'avancer. Et nous, on a peur de déranger, on a peur de ci, on ne dérange pas. Au contraire, si on le fait pour que d'autres suivent. Sinon, on reste chez soi. Qu'avez-vous à dire aux travailleurs de la santé et services sociaux qui sont encore sur la première ligne pour sauver des vies? C'est, comment dire, ça fait 2 ans. Oui, 2 ans de pandémie. Ils sont là à nous défendre, nous, à nous assurer qu'on aille bien, à nous écouter quand ça va mal, parce qu'ils sont sur la première ligne, ils sont au téléphone, ils sont partout. Ensuite, ils rentrent chez eux, ils doivent s'assurer du bien de leur famille aussi. Ils ont des heures pas évidentes, souvent complexes, et ils doivent maintenir un noyau familial stable à travers tout ça. C'est énorme.
Et ceux qui ont des enfants, qui sont monoparentales, je lève mon chapeau. Ceux qui sont en famille dont l'un des conjoints ou conjointes a un emploi avec des horaires variables et qui ont des enfants, c'est pas évident non plus. Et quand on prend dans nos communautés, on a souvent des gens qui ont un horaire instable, avec un conjoint qui a également un horaire instable, qu'il soit chauffeur de taxi, soit en sécurité. Donc, c'est pas évident pour l'éducation des enfants de nos communautés, pour ce tissu social. Mais je leur dis merci, on vous épaule. J'ai des membres de ma famille qui le font, qui sont infirmières, qui sont préposées, et je leur dis constamment merci. Et, euh, j'espère que ces efforts ne sont pas vains, on en a besoin, et que la population, votre syndicat, votre employeur, j'en suis sûr, le reconnaissent, et et ça va vous permettre à ceux qui le désireront de pouvoir grandir et d'avoir une expérience de gestion dans des moments stressants et d'apprendre de ça. Il va y avoir des opportunités de les saisir pour pouvoir grandir. Et je vous dis merci. Merci à tous nos travailleurs, à toutes nos travailleuses du Centre-Sud Île de Montréal. Nous voulons vous dire 12 fois merci. Nous voulons vous dire 365 jours merci. Vous êtes encore sur la première ligne. Vous sauvez des vies. Vous êtes infatigable. Sans vous, le système serait à terre. Merci encore. Merci beaucoup. C'était votre serviteur, vice-président Franz Delis au Centre-Sud Île de Montréal, qui recevait M. Bernier dans nos bureaux du syndicat. Merci. Merci à toi, Franz.